Merci de suivre leur thème, mesdames, messieurs. Bonsoir. Bienvenue à votre émission Questions d'actualité. Ce numéro fait un gros plan sur un projet phare de refondation au Mali. Il s'agit d'une grande réforme en cours, le système intégré de gestion des agents des fonctions publiques de l'État et des collectivités territoriales, un système destiné à assainir l'administration publique. Il s'agit de créer une base de données fiable sur les effectifs des agents de l'État et des collectivités. Le système doit corriger les anomalies telles que l'existence de travailleurs fantômes, les anomalies telles que la réalisation de plusieurs paiements pour un seul agent ou encore ceux qui bénéficient de salaire indûment, un frein à la délinquance financière dont souffrent les caisses du Mali depuis belle lurette. Cette réforme est à quel niveau au Mali? En quoi elle est bénéfique et pourquoi le Mali a opté pour ce système? Nous sommes avec ceux qui sont à pied d'œuvre pour la mise en place de ce projet. Il s'agit de M. Ahmed Mohamed Yeya. Il est commissaire au développement institutionnel. Monsieur Ahmed, bonsoir. Bonsoir, madame. Je rappelle que vous êtes secrétaire permanent du comité technique exécutif du système. Également, Mamadou Konta, directeur des ressources humaines du secteur de l'éducation. Monsieur Konta, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes également coordinateur de la sous-commission gestion des ressources humaines et porte-parole du comité technique exécutif. Bienvenue à vous. La nécessité de création d'un système intégré de gestion des agents de l'État et des collectivités territoriales part d'un constat, celui d'une hausse de la fraude. On note par exemple 70 000 agents fictifs au Nigeria. Monsieur Yeya, quelle est la situation au Mali? Merci bien, madame. Je profite de cette occasion pour remercier l'ORTM pour nous donner l'occasion de communiquer sur le projet de mise en place du système intégré de gestion des ressources humaines. Au Mali, notre système de gestion des ressources humaines est confronté à de nombreuses difficultés. Ces difficultés portent essentiellement sur le problème de non-disponibilité d'un fichier fiable pour les ressources humaines. Il y a aussi le problème d'interconnexion entre les deux fonctions publiques, la fonction publique de l'État et la fonction publique des collectivités territoriales. Donc ce problème d'interconnexion existe aussi entre les différentes directions des ressources humaines et les deux fonctions publiques. Donc c'est là qu'il y a de nombreux problèmes par rapport à la gestion des ressources humaines. Donc il y a des difficultés au Mali pour avoir des informations réelles par rapport à la situation administrative des agents de l'État, pour avoir aussi décelé tous les cas de doublons, d'agents fictifs, d'agents en abandon de poste et des agents qui sont en position d'irrégularité. Donc, il convient de rappeler qu'en 2014, le gouvernement du Mali a organisé un contrôle physique. Mais ce contrôle physique a permis quand même de déceler certaines irrégularités. Je pense que si je ne veux pas m'aviser, je dois avoir la situation. On va entrer dans les détails plus tard dans le débat. Oui. Mais déjà, il y a un constat qui est là, qui fait qu'il y a nécessité de créer ce système. Tout à fait. Quel est ce constat? Quand on parle de 70 000 agents fictifs, par exemple, au Nigeria, au Mali, quel est le constat? Bon, au Mali, le problème qui se pose aujourd'hui, ce n'est pas au Nigeria seulement. On a fait le contrôle physique dans beaucoup de pays, au Niger, au Gabon. Oui, j'ai pris l'exemple sur le Nigeria. Voilà, seulement, c'est le Nigeria. Maintenant, au Mali, le problème qui se pose, on ne connaît pas la situation réelle. On a fait des rapports, des investigations par rapport au domaine de l'éducation. Donc, il y a un chiffre qui se dégage au niveau de l'éducation. Maintenant, en 2014 aussi, il y a eu un contrôle physique qui a fait ressortir un certain nombre d'agents fictifs. Je voulais quand même vous donner ces chiffres. Allez-y si vous voulez. Voilà, il s'agit de comparer avec les pays de la Suède. Donc en 2014, le contrôle physique de 2014 a décelé en termes d'effectifs fictifs, d'abandon de postes et de situations d'irrégularité. Donc au niveau de la fonction publique d'État, la police nationale et la protection civile, il y avait 2811 agents fictifs. Maintenant, au niveau de la fonction publique des collectivités territoriales, on avait 2910 agents fictifs. Maintenant, pour le secteur de la défense,
pour des raisons de confidentialité, je ne vais pas communiquer ces chiffres, mais il faut reconnaître que seulement pour les pertes, si vous me permettez d'expliquer les pertes à ce niveau, pour la fonction publique de l'État, la police, la protection civile, l'économie budgétaire qui devrait se dégager par rapport à ces agents fictifs pour la fonction publique de l'État est estimée à plus de 5 milliards. Maintenant, pour la fonction publique des collectivités territoriales, les agents fictifs en abandon en situation irrégulière, dont l'économie budgétaire qui devrait se dégager, c'est estimé à plus de 11 milliards. Si on ajoute les effectifs fictifs au niveau des foires de devant que je ne vais pas citer, donc on va se retrouver à des pertes estimées à plus de 30 milliards. Donc c'est pour dire qu'effectivement, mais pour le moment, après 2014, on n'a pas fait de contrôle physique. C'est pour ça aujourd'hui, les autorités de la transition, surtout, il y a une volonté politique au niveau d'assainir tout cela. On va en venir voilà. Tout à l'heure. Pour maîtriser, l'objectif c'est quoi? C'est pour maîtriser non seulement la masse salariale, maîtriser les effectifs, parce qu'il faut maîtriser ces effectifs, et maîtriser la situation administrative des agents de l'État. D'accord. Monsieur Ahmed l'a dit tout à l'heure, Monsieur Konta. Le cas spécifique de l'éducation est ressorti des enquêtes préliminaires. Des chiffres sont à ce niveau. On parle de plus de 300 enseignants qui reçoivent annuellement de façon indue la somme de plus d'1,37 milliard de francs CFA. Vous êtes du secteur de l'éducation. Comment c'est arrivé? C'est vrai que ce n'est pas que le secteur de l'éducation, mais l'exemple a été pris sur le secteur de l'éducation. Merci, madame. Je m'associe au commissaire pour d'abord remercier et féliciter leur temps pour nous avoir donné l'occasion effectivement de venir parler de ce projet très important pour la nation malienne et pour la nation malienne en général. Je pense que le commissaire tout à l'heure a fait mention effectivement des résultats du contrôle physique de 2014. Donc au-delà du personnel enseignant, je pense que tous les secteurs qui sont concernés, y compris la sécurité et la défense. Pour des raisons de confidentiel, il n'a pas tout dévoilé. Mais donc il n'y a pas que les enseignants. Pour le cas spécifique de l'éducation, au-delà effectivement du contrôle physique de 2014, je pense qu'il faut rappeler qu'à la faveur de l'adoption de la loi numéro 007 du 16 janvier 2018, portant statut du personnel enseignant de l'enseignement secondaire, de l'enseignement fondamental et de l'éducation préscolaire et spéciale, il a été procédé par les services techniques lors de la transposition du personnel donc, dans cette loi. Ces irrégularités ont été constatées. Donc le chiffre que vous avez annoncé, notamment les 309, c'est vraiment à la faveur de cette transposition que cela a été noté. Et lorsque les investigations ont été poussées pour savoir les raisons qui ont conduit cela, je pense que le commissaire a touché aussi cet aspect. Il n'y a pas de connexion entre les différentes bases de données, particulièrement au niveau de la fonction publique des collectivités. Parce qu'à la différence de la fonction publique de l'État, où on a une base centrale de la fonction publique de l'État, donc fonction publique du personnel, en lien avec le bureau central de la SOL, ce mécanisme n'existe pas au niveau des collectivités. Au niveau des collectivités, et particulièrement pour l'éducation, il y a une fragmentation des fichiers par région et par académie d'enseignement. Donc, à la faveur des mutations que reçoivent les enseignants, il arrive effectivement des doubles prises en charge pour le même enseignant. Donc, un enseignant, par exemple, qui était à Caille, quand il obtient une mutation de Caille à Bamako, Caille continue à le payer et, entre-temps, Bamako le prend en charge. C'est vrai, ça démontre donc aussi des failles. L'intéressé peut gagner deux salaires à la fois. Deux salaires. Donc, c'est ce qui est effectivement à la base quand même de ce qui a été constaté en 2018. Au-delà de cela, il y a aussi le fait que, comme c'est la fonction publique des collectivités, étant dans cette fonction publique, les agents peuvent être amenés à faire d'autres concours, notamment au niveau de la police, au niveau de la gendarmerie, au niveau de l'armée, de la protection civile et dans d'autres corps. Donc, ils passent effectivement du statut d'enseignant à ces corps pour lesquels ils ont postulé. Et puisque ce n'est pas le même statut, ce n'est pas les mêmes structures de gestion, ils continuent à percevoir leur salaire d'enseignant et ils perçoivent leur salaire. C'est la faute à l'administration à ce niveau qui ne suit pas. A forcément une faute là-dedans, effectivement. L'administration a forcément une faute là-dedans. Et donc, c'est ce qui explique effectivement ces cas d'irrégularité qui ont été constatés. Et la dernière situation au niveau de l'éducation, à la fin de l'année 2021, l'institution des finances a conduit une mission
d'inspection au niveau du LESICA. Et là également, il s'est avéré qu'il y a au moins une dizaine d'enseignants qui perçoivent effectivement un double salaire. Et les montants partent de 1 million et quelques à 37 millions par personne. Corruption, les caisses de l'État, vous l'avez dit tout à l'heure, moi j'ai retenu le chiffre 30 milliards. C'est beaucoup pour les caisses de l'État comme un pays comme le Mali. Qu'est-ce que cela laisse entrevoir? C'est un véritable problème de gestion des ressources humaines. Monsieur Ahmed. Effectivement, je suis d'accord avec vous, c'est véritablement un vrai problème de gestion des ressources humaines. Si on essaie de voir la masse salariale en termes de prévision en 2022, la masse salariale est estimée à 47% des recettes fiscales, contre 35% au titre des normes communautaires. Donc ça veut dire que l'État fait beaucoup d'efforts par rapport à la prise en charge des indemnités. Et c'est là, on se rend compte que, on l'avait dit tout à l'heure, il y a des cas de doublons, les DRH viennent de le dire tout à l'heure, des cas de doublons, des cas des agents fictifs. Donc, si on parvient à assainir, parce que ce système, si on parvient à mettre en place des systèmes, c'est pour assainir et à terme, on peut dégager des économies budgétaires. Ces économies budgétaires pourront quand même contribuer à améliorer les conditions de travail des agents de l'État. Ces économies peuvent permettre aussi de renforcer les capacités des agents de l'État et même de contribuer à la réduction du chômage. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des agents qui falsifient leur date de naissance. Donc, ils ne donnent pas la chance aux jeunes d'accéder aux emplois. Vous avez des agents qui ne sont pas dans leur poste. Vous avez des agents qui sont décédés. Donc, il s'agit d'assainir. Et qui ne sont pas répertoriés. Oui. Quel est le problème à ce niveau exactement? Le problème à ce niveau, c'est dû au fait qu'il n'y a pas un dispositif qui permet aujourd'hui d'avoir une situation actualisée des agents de l'État. C'est valable pour la fonction publique d'État et la fonction de collectivité territoriale, mais c'est beaucoup plus accentué dans le cas de la fonction publique de collectivité territoriale. Parce que là-bas, il n'y a pas aujourd'hui un fichier unique de gestion des salaires. Les salaires sont gérés à plusieurs niveaux. Au niveau des directions régionales de budget, au niveau des académies, au niveau aussi des organes de collectivité territoriale. Donc, il n'y a pas un fichier. Donc, le directeur l'a dit tout à l'heure, vous pouvez avoir un agent qui perçoit des salaires dans la fonction publique de collectivité et ces mêmes agents, ils passent au concours de la fonction publique d'État. Donc, le fait qu'il n'y a pas de communication entre les différentes bases de données, donc il perçoit les salaires aussi dans la fonction publique de l'État. Et il arrive même au niveau de la fonction publique de collectivité, un agent peut être recruté à CAI. Dans le cadre de la mobilité des agents, ils peuvent se retrouver à Sikasso. Le fait qu'il n'y a pas de fichier unique de gestion des salaires, il peut même percevoir plusieurs salaires, 3 salaires même. Il peut être payé à CAI, il est payé à Sikasso, dans la fonction publique des collectivités, il passe au concours de la fonction publique d'État, il devient fonctionnaire de l'État et il est payé aussi au niveau de la fonction publique. Et l'agent ne déclare pas aussi non plus. L'agent ne déclare pas, c'est à travers un contrôle, ce système qui va être mis en place, qu'on peut déceler ces irrégularités. Et ça peut faire beaucoup d'économies du budget national. Oui. Monsieur Konta, jusque-là, il n'y avait pas de fichier personnel actualisé, vous l'avez dit, vous l'avez rappelé. Ça voudrait dire que les données n'étaient pas rassemblées vraiment, impossible de contrôler donc. D'abord, je dois rappeler que la Direction nationale de la fonction publique des collectivités territoriales est une jeune direction qui a commencé à fonctionner, je crois, en 2016. Et donc, naturellement, elle n'a pas effectivement tous les moyens nécessaires pour pouvoir effectivement avoir cette situation. Et comme il y a une évolution, en fait, on est parti effectivement des contractuels des collectivités pour arriver à la fonction publique des collectivités. Et donc, puisque c'est des gens qui ont été recrutés par des collectivités, chaque collectivité a recruté conformément au budget qui a été mis à sa disposition, c'est maintenant que petit à petit, effectivement, que à la faveur de leur intégration à la fonction publique et effectivement donc de l'organisation du concours à leur intention depuis 2010, que effectivement ce vivier est en train d'être constitué maintenant. Mais toute la difficulté réside au fait que, comme je l'ai dit, à la différence vraiment de la fonction publique d'État, il n'y a pas un fichier unique. Au niveau de chaque académie, il
il y a un fichier pour l'ensemble des agents relevant de cette académie, de cette région. Et puisqu'il n'y a pas d'interconnexion entre les fichiers, naturellement, les manquements que nous venons de passer en revue peuvent être rencontrés. Mais je pense que l'objectif à terme, dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, c'est d'arriver effectivement à constituer cette base de données unique et pour la fonction publique d'État et pour la fonction publique des collectivités. Et ça va permettre de tout rassembler. Naturellement, donc de tout rassembler et avec les différentes mesures qui vont être prises dans le cadre de ce projet. Donc je pense que l'information en temps opportun peut être effectivement disponible par rapport à chaque agent. Et c'est ça l'objectif qui est visé. D'accord. Monsieur Ahmed, vous avez parlé du contrôle physique de 2014. Vous avez parlé des résultats de ce contrôle physique. Est-ce que c'est sur cette base que vous allez travailler ou bien il y a un autre contrôle physique qui est prévu en la matière? Non, ici, cette fois-ci, il ne s'agit pas de contrôle physique à l'image de 2014. Nous allons tirer les leçons des insuffisances du contrôle physique de 2014. Il s'agit de mettre en place un système de gestion des ressources humaines qui intègre les données d'IRAVEC, donc pour bien assainir la base de données. Donc il s'agit de voir... Quelles ont été les insuffisances de 2014? Parce qu'on va parler du système intégré un peu plus tard. Les insuffisances de 2014, on a décelé des irrégularités, mais on n'a pas mis en place un mécanisme, des outils pour permettre de faire un contrôle, d'intégrer, d'actualiser au fur et à mesure la situation des agents de l'État. Donc on a fait un contrôle, tout ce qui était en abandon de poste, ce qui était en situation d'irrégularité, on a décelé et ça a été corrigé. Donc il y a des agents qui ont été radiés, qui étaient en situation d'irrégularité, mais on n'a pas mis ce système qu'on veut mettre avec le nouveau projet qui a été initié par le gouvernement, le système intégré de gestion des ressources humaines, va permettre quand même de mettre en interconnexion les différentes structures en charge des ressources humaines. Donc ça veut dire, déjà, si un agent dans la fonction publique, dans la base de la fonction publique des collectivités, déjà, quand il passe au concours de la fonction publique d'État, il est déjà répertorié. Donc ça permet d'avoir la situation des effectifs. Ça permet de savoir la situation administrative des agents. Ça, c'est l'avantage. Et ça permet de développer certains outils en matière d'aide à la décision, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, en matière de la gestion des carrières, en matière de la gestion même des cadres organiques, pour connaître les effectifs à temps réel, parce que chaque fois qu'il y a des concours dans la fonction publique, on saisit les différents secteurs pour qu'ils communiquent les besoins personnels. Donc avec ce système déjà à temps réel, on sait à tel service l'effectif est là, les cadres corps qui sont disponibles, les différents profils, et on connaît déjà quels sont les besoins par service en termes de ressources humaines. Donc cela permet non seulement de moderniser notre administration et d'améliorer quand même la qualité des prestations, d'améliorer les relations avec les usagers des services publics. D'accord, on parle de salaire indûment perçu. On a parlé de quelques chiffres au niveau de l'éducation. Est-ce qu'il y a d'autres chiffres précis dans d'autres secteurs à l'heure où on parle? Bon, avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord compléter l'intervention de M. Ahmed, notamment en ce qui concerne le contrôle physique. En fait, il faut comprendre que le projet qui est en train d'être mis en œuvre comporte 4 phases. La première phase, c'est d'abord le développement du système. On va en parler tout à l'heure, dans le deuxième axe du débat. Oui. Effectivement, dans le processus, il est prévu un contrôle physique. On ne commence pas par le contrôle physique, c'est après le recensement et l'enrôlement. Lorsque effectivement, les données seront intégrées effectivement, donc, à cette situation, c'est en ce moment que le contrôle physique va intervenir avant effectivement la délivrance des cartes. Donc, le contrôle on va détailler tout cela tout à l'heure. Maintenant, pour ce qui concerne effectivement les chiffres, comme on l'a dit, c'est-à-dire que nous n'avons pas, en dehors du contrôle physique qui a été fait en 2014, il n'y a pas une autre étude en dehors de l'éducation. Donc c'est seulement au niveau de l'éducation qu'au niveau de l'État, tant pour l'éducation que pour le... Donc les enquêtes ont été axées sur l'éducation. Oui, c'est pas des enquêtes inopinées. Pour l'éducation, je vous ai dit, c'est en 2014
avec l'accord que les syndicats ont obtenu avec le gouvernement, il fallait effectivement, avec l'adoption du statut, il fallait effectivement les transposer dans le... Donc, c'est à la suite de ce travail régulier que le constat a été fait. Ensuite, le passage de l'instruction à DECICA est arrivé à la suite d'une dénonciation anonyme. Et lorsque effectivement l'instruction a effectué ce contrôle, effectivement, la dénonciation s'est avérée. Donc c'est pour dire que ce n'est pas de façon anodine que les gens sont levés pour aller à l'éducation, mais c'est à la suite effectivement de travaux réguliers que cela a été constaté. Et il n'y a pas eu de telles actions au niveau des... Mais nous avons quand même tout l'espoir que ce qui est en cours présentement dans le cadre de ce projet permettra de connaître l'ampleur effectivement du phénomène. D'accord, on va parler maintenant du projet en tant que tel, le système intégré de gestion des agents de l'État et des collectivités. On va rappeler, M. Ahmed l'a dit tout à l'heure dans son intervention, que la masse salariale pour l'année 2022 est de 47% de recettes fiscales, alors que la norme fixée est de 35%. Il faut donc arrêter l'hémorragie et au regard de toutes ces difficultés, le Mali a donc décidé de créer un système intégré de gestion des agents de l'État. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a lancé le projet de système intégré de gestion. Nous l'écoutons sur l'idée qui a prévalu à cela et les objectifs visés. L'intérêt pour cette activité réside de la nécessité urgente de rendre performante la fonction publique de l'État et celle des collectivités territoriales qui connaissent plusieurs failles, entre autres la possibilité pour des agents de toucher leur salaire sans fournir des prestations et de se dérober à la tâche au moment où il existe un besoin criard de personnel. D'autres parviennent à modifier leur âge afin de repousser leur départ à la retraite, privant ainsi de nombreux jeunes de la chance d'accéder à la fonction publique. Je voudrais rappeler que la vocation principale de l'État est d'assurer le bien-être de la population. Pour cela, il confie des responsabilités aux femmes et aux hommes qui constituent les agents publics regroupés en partie au sein des fonctions publiques de l'État et des collectivités territoriales. Pour mener à bien leur mission, l'État doit accorder une attention particulière à ces agents en créant des conditions propices à un engagement constant dans l'accomplissement du service public, gage de développement de notre pays. Voilà, c'était exactement le 24 mai 2022 au palais présidentiel de Koulouba. La projection, c'était sur 14 mois. Monsieur Ahmed, vous êtes à quel stade aujourd'hui? Effectivement, le projet a été lancé le 24 mai 2022 par le président de la transition, comme on vient de constater. Je peux dire qu'on a mené beaucoup d'activités. Je peux vous citer depuis lors. Après le lancement du projet, on a procédé à la mise en place de certains outils. C'est tout, il y a une phase de développement, de conception et de développement des outils de gestion. Donc, les outils de collecte des données. Donc, on a mis en place un groupe d'informaticiens. Donc, ils ont déjà mis en place cet outil. Donc, il y a une fiche de collecte des données, il y a une application Access qui a été développée. Donc, ce sont ces outils qui vont servir de base pour collecter les données. Et les données collectées, les informations collectées vont être intégrées dans cette application Access. Donc, ça, c'est déjà acquis. On a formé aussi les différents utilisateurs de l'outil de collecte des données. Il y a eu des sessions de formation qui sont tenues au ministère de la Refondation de l'État. Il y a aussi des rencontres avec les différents services en charge des ressources humaines pour partager avec eux le processus de mise en place du système intégré de gestion des ressources humaines. Il y a aussi des rencontres avec les partenaires sociaux. Je peux dire ce qui nous a même mis en retard, c'est cette rencontre parce que, vous savez, on va venir plus tard là-dessus. Il y a un comité d'orientation stratégique qui est constitué de certains ministres. Donc, le comité d'orientation stratégique a instruit de partager le projet avec les différents acteurs, notamment les partenaires sociaux. Donc, on a pris suffisamment de temps pour partager le projet avec non seulement toutes les centrales syndicales, les syndicats du secteur de l'éducation,
les syndicats au niveau du ministère de la Justice, les syndicats de l'administration territoriale et même les fêtières des collectivités territoriales. Nous avons même impliqué le patronat qui a été impliqué dans le partage de ces projets. Donc je pense que c'est pas la seule raison qui a mis un peu en retard la mise en œuvre de ce projet. Mais on a continué à travailler pendant tout ce temps, donc on a mis en place des outils et les informations sont en train de travailler pour développer toutes les applications qui vont nous permettre de collecter et d'analyser toutes les informations. C'est pour cela, le mercredi, le dernier conseil des ministres, une communication verbale a été présentée par les ministres de la Fondation de l'État pour faire le point des rencontres avec les partenaires sociaux. Il faut reconnaître que les partenaires sociaux vraiment ont bien apprécié la démarche. Ils ont manifesté leur volonté d'accompagner le processus et ils ont demandé au comité technique d'exécution de mettre en place un cadre de concertation pour partager les informations et poursuivre le processus, la mise en œuvre du processus de mise en place du système intégré de gestion des ressources humaines. Donc aussi, il faut dire que pendant tout ce temps, on est en train de travailler, il y a une stratégie de communication, parce que tout ce processus doit être soutenu par une stratégie de communication. Il faut donner l'information aux agents qui doivent faire l'objet de contrôle physique, il faut informer les différents acteurs, donc par rapport au processus de mise en place de ce système intégré de gestion des ressources humaines. Et en termes de pourcentage, si on vous demandait, vous êtes à quel niveau aujourd'hui? Parce qu'on a projeté, je l'ai dit tout à l'heure, sur 14 mois. Oui. Est-ce que les 14 mois sont tenables? Vous allez dépasser ces 14 mois? Non, peut-être il y aura un petit décalage qui était dû au fait qu'on devrait rencontrer les partenaires sociaux. Normalement, la phase de recensement, c'est surtout au niveau de la phase de recensement qui devrait commencer à partir de juin. Donc on a profité pour rencontrer différents partenaires sociaux. Donc la phase de recensement va commencer à partir du mois de septembre, début septembre. Et cette phase de recensement va durer sur une période de 3 mois. Donc en quelque sorte, on peut dire qu'il peut y avoir un décalage de 3 mois. Au lieu que le projet prend fin en juillet 2023, donc ça pourra prendre fin à partir de septembre 2023. Voilà. D'accord. Monsieur Konta, qu'est-ce qu'il faut comprendre par système intégré de gestion des agents de l'État, concrètement? Par système intégré de gestion des ressources humaines de l'État et des collectivités, je pense qu'il faut passer en revue toutes les difficultés dont nous avons fait mention au début de cette émission. Parce que nous avons dit que le constat majeur a été fait qu'il n'y a pas d'interconnexion entre les différentes bases de données. Que ce soit même au niveau des structures de la fonction publique, il n'y a pas d'interconnexion entre la fonction publique et les différentes DRH. Il n'y a pas d'interconnexion entre la base de données de la fonction publique de l'État et celle de la fonction publique des collectivités. Et il n'y a pas d'interconnexion entre les structures en charge de la gestion des salaires. Donc, système intégré de gestion, ça veut dire que désormais, un système sera mis en place qui permet effectivement à toutes les structures chargées de la gestion des ressources humaines de communiquer entre elles, de partager les mêmes informations en temps opportun, donc en temps réel. Et la nouveauté par rapport à cela, c'est l'intégration effectivement des données biométriques à cette base de données. Et ça va permettre effectivement d'assainir effectivement le fichier pour le rendre effectivement plus fiable, tant pour la fonction publique que la fonction publique des collectivités. Et il faut attendre aussi que le système il va au-delà effectivement des fonctions publiques. Ça ne s'agit pas simplement des fonctionnaires, même les contractuels qui sont payés par les ressources de l'État seront pris en charge. D'accord. Alors, on dit que le système intégré des données va intégrer les données du RAVEC. Vous l'avez rappelé, M. Ahmed. Comment ça va se passer? Est-ce que tous les agents de l'État ont fait le RAVEC? Vous avez l'assurance que tout le monde a le RAVEC? Non, on a déjà pris les dispositions. On sait que dans le comité technique d'exécution, la structure qui est en charge du RAVEC, le centre de traitement des données d'état civil, est membre du comité technique d'exécution. Donc, effectivement, la majorité des fonctionnaires, des agents de l'État ont été enrôlés au niveau du RAVEC. C'est vrai, il y a certains qui n'ont pas été enrôlés, mais les dispositions sont prises au moment de l'enrôlement. Maintenant, ceux qui n'ont pas été enrôlés au RAVEC, les dispositions sont déjà prises au niveau du CTDEC pour enrôler ces agents.
Maintenant, je donne certaines précisions. Il faut déterminer le groupe cible. Ceux qui sont concernés par ce contrôle physique, ce sont les fonctionnaires et les contractuels des agents de la fonction publique de l'État. Il y a les fonctionnaires aussi, les agents contractuels de la fonction publique des collectivités territoriales, les agents des organismes personnalisés, tous les services des organismes personnalisés qui ont leur autonomie des gestions. Il y a aussi les agents qui sont au niveau des autorités administratives indépendantes, des institutions de la République. Toutes ces secteurs sont concernés par le contrôle physique. Maintenant, il y a des phases. Je ne sais pas si vous me permettez d'expliquer les différentes phases. On en a besoin, allez-y. Voilà, donc, il y a 4 phases. Ce contrôle physique est basé sur 4 phases. D'abord, la première phase est constituée par l'élaboration et le développement de l'application système intégré de gestion des ressources humaines. Parce que quand même, il faut mettre en place un système. Je l'avais dit tantôt que les informaticiens, on a déjà répertorié des informaticiens qui ont des profils, qui sont des agents de l'État, qui ont déjà développé l'application Access, qui va être appliquée au niveau du recensement des agents. Donc, maintenant, au moment de l'enrôlement aussi, il y a d'autres applications. Maintenant, ce travail va se poursuivre jusqu'en fin d'année, le développement des applications. Maintenant, la deuxième phase, c'est la phase d'enrôlement et de recensement. Maintenant, on va commencer par la phase de recensement qui doit commencer à partir de septembre et qui va s'étaler sur une période de 3 mois. Maintenant, cette phase de recensement ne va pas nécessiter le déplacement des équipes sur le terrain. Donc, c'est la fiche de collecte qui va être à travers les DRH, qui va être envoyée à tous les services. Donc, les chefs de service vont se charger de collecter les informations sur chaque agent qui relève de son service. Maintenant, ces informations collectées vont être intégrées dans l'application Access. Maintenant, cela va permettre d'avoir quand même une certaine base, une situation. Donc, les agents seront répertoriés par catégorie, par service, ainsi de suite. Tout à fait. Donc, cette fiche-là va être transmise et l'application Access va être envoyée à tous les services. Donc, ils n'ont pas besoin que les agents, les équipes se déplacent sur le terrain. Donc, au niveau de chaque service, que ce soit au niveau des régions, même au niveau de nos missions diplomatiques et consulaires à l'extérieur, ils vont recevoir ces différentes fiches de collecte des données. Maintenant, ces fiches vont être renseignées, la situation administrative de l'agent, son état civil, et puis tous les différents supports par rapport à son acte d'intégration, les actes de prise de service, et même la fiche NINA qui va être intégrée. Donc, c'est cette situation qui va être centralisée au niveau des DRH. Donc, on aura, en ce moment, ça c'est le recensement. Ça permet d'actualiser déjà, parce qu'au niveau de chaque DRH, vous avez déjà une situation. Mais les fiches ne sont pas actualisées. Ça permet d'actualiser quand même les situations qui se trouvent, les fichiers qui se trouvent au niveau des DRH. Donc, après cette phase, il y aura la phase d'enrôlement biométrique. L'enrôlement biométrique, ça va nécessiter le déplacement des agents sur le terrain. Donc les agents vont sur le terrain, donc on va procéder au contrôle physique, mais en même temps l'enrôlement biométrique. Donc il y aura les empreintes et puis il y aura aussi la photo de l'agent. C'est ce qui permet d'identifier l'agent. Donc ça c'est l'enrôlement. Maintenant, au terme de l'enrôlement, on va avoir aussi une situation dans le fichier. Maintenant, cette situation va être confrontée, une troisième phase, avec les données du RAVEC. Donc, c'est là où on va avoir, après cette confrontation avec les données du RAVEC, nous allons avoir une situation du fichier réel des agents de l'État. Donc, ça permettra quand même de déceler tous les cas d'irrégularité, les anomalies. Donc, ça va être nettoyé pour avoir un fichier unique des gestions des agents de l'État. Maintenant, c'est sur cette base, ce fichier qui va être arrêté après la confrontation avec les données du RAVEC. Sur cette base, on va établir des cartes professionnelles pour chaque agent de l'État. D'accord, on va parler de ces cartes tout à l'heure. Monsieur Konta, c'est vrai que depuis le début de l'émission, on ne parle que des agents, des
fonction publique de l'État et des collectivités, le système va s'appliquer à eux seulement dans un premier temps. Est-ce que dans les jours à venir, il y aura d'autres secteurs qui seront concernés, d'autres agents? Merci madame. Je pense que le commissaire a énuméré le public cible. Ce qu'il n'a pas ajouté, en fait, c'est des agents relevant des statuts autonomes, tels que les magistrats. Pour les agents des forces de défense et de sécurité, en fait, le processus a déjà démarré à ce niveau. Et c'est d'ailleurs ce qui nous sert aujourd'hui de boussole, groupe d'informaticiens en charge effectivement de l'élaboration de l'application, et même dirigé par effectivement le directeur technique de l'Agence nationale de la sécurité d'État. Parce que c'est eux qui ont effectivement monté l'application au niveau de la défense et de la sécurité. Donc pour vous dire qu'il y a non seulement tous les agents de la fonction publique de l'État, fonctionnaires et contractuels, tous les agents de la fonction publique des collectivités fonctionnaires et contractuels, mais aussi les agents relevant des EPA, des EPST, des organisations personnalisées, et notamment, en fait, tous ceux qui reçoivent effectivement une rémunération de l'État, de quelque manière seront concernés. D'accord. Voilà. Alors, on dit que c'est une des recommandations des assises nationales de la refondation, un projet de refondation. L'intitulé de l'émission même, c'est ça, refondation de l'administration. Le Mali a opté pour ce système aujourd'hui. Est-ce que sa mise en œuvre va vraiment permettre l'opérationnalisation et la reconfiguration de l'administration malienne? Tout à fait. D'abord, c'est une recommandation des assises nationales de la refondation. Donc, une forte recommandation qui envisage de procéder à la réforme biométrique. C'est aussi une vision du président de la transition. Et puis, ce projet s'inscrit aussi, il faut le rappeler, dans le cadre de la mise en œuvre du programme de développement institutionnel deuxième génération. Maintenant, la mise en œuvre de ce projet, nous pensons que nous sommes convaincus, parce qu'on prend l'expérience de certains pays de la sous-région, ils sont parvenus à maîtriser quand même la masse salariale. Ils sont parvenus à maîtriser la situation des effectifs. Donc, ils sont parvenus à maîtriser la situation administrative des agents de l'État. Donc, avec le système, je pense qu'on ne va pas s'arrêter seulement au recensement. Donc, il y a des outils, il y a tout un mécanisme qui sera mis en place pour permettre la gestion des agents de l'État à temps réel, pour connaître la situation administrative des agents à temps réel. Donc, je pense que ce dispositif-là qui va être la valeur ajoutée, contrairement au recensement de 2014. On a décelé des irrégularités, mais on n'a pas mis en place un mécanisme, un dispositif pour pérenniser l'actualisation des différents fichiers de gestion des ressources humaines. D'accord. Vous l'avez dit, 4 points pour la méthodologie, parmi lesquels il y a le développement du système de gestion intégré des ressources humaines. C'est la création du logiciel. Monsieur Konta, comment il se fera? C'est vrai qu'on a eu des explications avec Monsieur Ahmed. Si vous avez des ajouts à ce niveau. Merci, madame. Comme je le disais tantôt, ce comité est conduit par le directeur technique de la sécurité d'État, mais il est aussi composé des représentants de l'ensemble des départements impliqués effectivement dans la mise en œuvre du projet. Il faut reconnaître que dès le départ, ils ont élaboré une fiche de compétences que les uns et les autres doivent avoir pour pouvoir effectivement être membre de ce comité en charge de l'élaboration de logiciels. Donc, en dehors effectivement du premier responsable du comité, il y a les représentants de tous les départements qui sont impliqués. Les départements, je ne sais pas si on en est encore arrivé là. Il y a quand même le ministère de la refondation, dont le ministre est le président du comité stratégique de mise en œuvre du projet. Il y a le ministère de l'administration territoriale, le ministère de l'économie et des finances, le ministère de l'éducation nationale, le ministère de la fonction publique et du dialogue social, le directeur de la sécurité d'État. Je crois que c'est 5 départements ministériels. Donc les représentants de ces structures-là sont aussi parmi les informaticiens qui ont été désignés pour accompagner effectivement le directeur technique de l'Agence nationale de la sécurité d'État pour élaborer effectivement ce logiciel. Donc l'élaboration a déjà commencé et ils sont à pied d'œuvre effectivement en rencontrant les différentes structures en charge de la gestion des ressources humaines pour effectivement déterminer en tout cas toutes les requêtes nécessaires
à mettre en œuvre afin effectivement... Et tout ce qui est indispensable à cela. Parce que je pense qu'il y a un aspect sur lequel il faut mettre l'accent. Il ne s'agit pas d'aller à un constat et de s'arrêter, comme malheureusement on l'a fait en 2014. En 2014, le contrôle physique a effectivement permis de faire un constat d'un certain nombre d'irrégularités. Mais malheureusement, si effectivement il n'y a pas des outils mis en œuvre permettant effectivement de corriger et d'éviter encore la surveillance de telles irrégularités, on n'aura pas fait grand chose. Donc je pense que cette fois-ci, on a tiré leçon effectivement des expériences passées et le comité travaille effectivement à faire en sorte que désormais, effectivement à la fin de l'opération, qu'on puisse pouvoir effectivement corriger au fur et à mesure et éviter effectivement les difficultés qu'on va constater à la fin du travail. D'accord, Monsieur Ahmed Yeya, le recensement et l'enrôlement, ça nécessite beaucoup de moyens, beaucoup d'équipes sur place. Est-ce que les équipes sont dégagées pour cela? Vous avez suffisamment de moyens pour tenir? Ce recensement, déjà au niveau du ministère de la Défense et de la Sécurité, du ministère de la Défense, il y a le processus en cours de l'enrôlement des agents au niveau des forces de défense et de sécurité. Donc, nous sommes en train de nous inspirer. Il a dit que cette opération est menée par la direction générale de l'Agence nationale de la sécurité d'État. Donc, c'est pour ça qu'ils sont avec nous. Donc, ça va nécessiter une mobilisation des ressources humaines. C'est pour ça que nous avons déjà anticipé pour assurer la formation des agents qui doivent aller sur le terrain. Donc, on a fait 2 formations. Les agents qui doivent être chargés d'utiliser ces outils ont été formés. Maintenant, l'État s'est engagé. Les équipes sont déjà désignées? Non, les équipes ne sont pas encore désignées. On a fait au niveau des différentes structures des agents qui doivent, surtout pour la phase de recensement, qui doivent s'occuper de la collecte des données, ont été formés. Mais au fur et à mesure, parce que pour le moment, ce processus s'étend, c'est plus d'une année. Donc, au moment de l'enrôlement biométrique, nous allons mettre des dispositifs en place. Donc ça va être en rapport avec les différentes structures en charge des ressources humaines, les 2 fonctions publiques, la fonction publique de l'État et la fonction de la collectivité territoriale. Donc pour le moment, le projet n'est pas encore ficelé complètement. Donc au fur et à mesure, on avance, on prend les dispositions, le comité d'orientation donne des instructions, et le comité technique d'exécution aussi se met au travail. Donc le travail s'est fait au fur et à mesure, de façon progressive, mais on s'inspire de l'expérience qui se passe au niveau de l'enrôlement, au niveau des forces de défense et de sécurité. D'accord. Alors, M. Contant, on dit que le tout sera couronné par la production de cartes d'agents publics. Qu'est-ce qu'on doit savoir à ce niveau? Je voudrais revenir sur la précédente question tout à l'heure. En fait, effectivement, la réalisation de l'opération nécessite beaucoup de ressources, beaucoup de moyens. Je pense que l'étape de recensement, il l'avait dit tantôt, ne nécessite même pas de déplacement d'agents. Vraiment, c'est chaque service à son niveau qui recevra les outils indiqués à cet effet et à travers le responsable de service, ils procéderont au remplissage effectivement, et au renseignement des fiches de collecte et de l'application qui va leur être envoyée. Maintenant, c'est à la suite de cela, lorsque le recensement va être bouclé et qu'on saura l'effectif approximatif par service ou par département, c'est en ce moment que seront constituées les équipes, parce que c'est en ce moment qu'interviendra l'enrôlement biométrique et effectivement le contrôle physique. Donc, et c'est là où effectivement des équipes doivent se déplacer pour rencontrer physiquement chaque agent. Donc le préalable est fait par chaque service d'abord. Par chaque service, c'est pour compléter les informations qui sont déjà au niveau des services en charge des ressources humaines. Mais puisque ces informations sont estimées insuffisantes, c'est pourquoi l'idée du recensement est arrivée, pour leur permettre effectivement de compléter ces informations, de connaître approximativement les effectifs par département et par entité. Et donc, à la suite de cela, on saura quel nombre d'équipes faut-il pour tel ou tel département. Essentiellement que les équipes vont être... Donc, c'est un projet en construction. Naturellement, pour le moment, les équipes n'ont pas été construites parce que les éléments qui doivent permettre effectivement de construire ces équipes n'ont pas été encore... Mais le recensement n'a pas commencé au niveau des services? Pas encore. On vous l'a dit, le recensement commence à partir du 1er septembre. 1er septembre. D'accord, c'est important de le rappeler. Et par rapport aux cartes d'agents publics, expliquez-nous. Pour les cartes d'agents,
ça va être généré par le système parce que, comme on l'a dit, à la fin du processus, après l'enrôlement et le contrôle physique, il va être donné un délai à ceux qui sont en situation d'irrégularité. Parce que bon, certes, on va avoir des constats, mais on aura probablement besoin d'informations ou de certaines preuves pour attester qu'un tel est dans une situation irrégulière ou ne l'est pas. Donc, en tout cas, ceux qui vont être décelés comme étant en situation irrégulière bénéficieront d'un délai pour pouvoir effectivement amener des justificatifs. Maintenant, au terme de ce délai, naturellement, la liste sera définitivement arrêtée. Et donc, le système, à travers les informaticiens qui sont déjà pieds d'œuvre, va effectivement générer les cartes et qui vont permettre effectivement d'identifier chaque agent de l'État, qu'il soit contractuel ou fonctionnaire. C'est des cartes à vie? Ah oui, c'est des cartes à vie, parce que désormais, en tout cas, l'idée qui prévaut autour de ce projet, c'est de faire en sorte qu'on ne retombe plus jamais effectivement dans les travers qu'on a connus en matière de gestion de ressources humaines. Et donc, l'un des identifiants palpables, en tout cas de l'agent, c'est la carte qu'il va avoir. Et ce sera des cartes vraiment sécurisées. D'accord. Monsieur Ahmed, vous avez des informations par rapport aux cartes d'agent? Oui. Pour les cartes d'agent, je pense que les informaticiens sont en train de travailler pour développer, pour déterminer les caractéristiques et les spécificités de cette carte biométrique. Pour le moment, on n'a pas encore développé quelles vont être les fonctions, mais on sait que dans certains pays, les cartes professionnelles permettent souvent d'accéder même aux services. Quand tu viens, tu peux accéder aux services, ça peut avoir plusieurs fonctions. On peut avoir aussi recevoir des salaires sur sa carte professionnelle, mais pour le moment, les informaticiens, il y a une équipe d'informaticiens dont les profils ont été dégagés, ils sont en train de travailler. Maintenant, au moment opportun, donc, on va développer, déterminer et fixer quelles vont être les options et les spécificités de cette carte professionnelle. D'accord, on a parlé de 2 commissions dès le départ qui ont été créées pour ce travail, celle d'orientation et celle d'exécution. Quelles sont les différentes tâches? Qui fait quoi? Ok. C'est une très bonne question. Donc, le cadre institutionnel de ces dispositifs est constitué, comme vous l'avez dit, par 2 comités. Il y a un comité d'orientation stratégique qui est présidé par le ministre de la Refondation de l'État et qui est composé de ses homologues de l'administration territoriale, de l'éducation, de la fonction publique, de l'économie et des finances et le directeur général de la sécurité d'État. Donc c'est l'organe d'orientation, c'est l'organe qui donne des directives et c'est l'organe qui prend les décisions par rapport à ces processus. Maintenant, à côté de ces dispositifs, l'organe d'orientation, nous avons le second organe qui est le comité technique d'exécution. Donc, comme son nom l'indique, c'est l'organe qui est chargé d'exécuter toutes les directives du comité d'orientation stratégique et qui doit veiller à la mise en œuvre de ce processus de mise en place du système intégré de gestion des ressources humaines. Donc, il est composé des représentants de la Direction nationale de la fonction publique de l'État, des directeurs de la fonction publique de la collectivité territoriale, les DRH de l'éducation, les DRH du ministère de l'administration territoriale, du ministère de l'économie et des finances, les directeurs des centres de traitement des données d'état civil, les représentants de la direction générale de l'agence de la sécurité d'État et les commissariats au développement institutionnel. Ça sont les différents membres. Maintenant, ils ont été renforcés par les chargés de communication, parce que nous avons besoin de communiquer. Donc les chargés de communication des différents ministères qui sont membres du comité d'orientation stratégique, leurs chargés de communication seront là pour renforcer les comités techniques d'exécution. Et comment ce système va permettre la lutte contre la corruption, M. Conta? C'est ce qui est recherché quand même. Oui, on a dit à la liste que vient d'indiquer le commissaire, il faut ajouter aussi le directeur général du budget, qui est représenté par le chef du bureau central de la solde, qui est membre aussi du comité technique. Et bon, on l'a dit, c'est de faire en sorte qu'à partir du constat qu'on a dégagé, en tout cas mettre des outils en place pour qu'on ne retombe plus jamais dans ces travers. Et il s'agit de mettre un mécanisme à travers le logiciel pour que, effectivement, lorsqu'un agent va à la retraite, que déjà le système puisse effectivement le signaler.
lorsqu'un agent est dans une position donnée, par exemple en disponibilité, il y a une période légale pour la disponibilité. Lorsque cette période arrive à terme, que le système puisse le signaler et que l'autorité qui doit prendre effectivement l'acte puisse effectivement le faire. Et donc, si on arrive effectivement à mettre ces garde-fous à travers effectivement le logiciel qui est en gestation, je pense qu'on aura fait du chemin. Et en tout cas, c'est des garanties quand même pour éviter effectivement de commettre effectivement de la fraude à quelque niveau que ce soit. Des garanties, le suivi est très important là-dedans. Et qu'est-ce qui sera mis en œuvre qui peut vraiment rassurer les Maliens par rapport à ce système-là? Bon, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est d'abord la volonté politique. Dans ma petite expérience de gestion des ressources humaines, en tout cas, c'est la première fois que je vois jusqu'au président de la République de porter un tel projet. Et ensuite, je pense que tout le monde gagnerait effectivement à la réussite de ce projet, dans la mesure où je ne connais pas de famille malienne qui ne compte pas en son sein des jeunes diplômés sans emploi. Or, on l'a dit, l'efficacité de ce système va permettre effectivement de dégager des ressources qui normalement constituent aujourd'hui des manques à gagner pour l'État. Donc ça va permettre effectivement non seulement d'améliorer les conditions de ceux qui sont en activité aujourd'hui, mais de créer d'autres emplois, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Nous avons beaucoup d'administrations aujourd'hui qui ont un déficit effectivement d'argent. Mais malheureusement, on ne peut pas y faire face, faute effectivement de ressources, et surtout que bon, avec l'environnement communautaire, nous avons des difficultés. Mais lorsqu'on va dégager ces ressources, je pense que bon, tout le monde pourra y trouver son compte. Et je pense que le suivi au niveau de l'État ne fait l'objet d'aucun doute. Et les uns et les autres sont invités effectivement à assumer les responsabilités qui sont les leurs. D'accord, c'est presque la fin, un dernier tour de table. Alors, on va vers carrément une refondation de l'administration. Et qu'espérez-vous concrètement de ce projet, M. Ahmed? Bon, je pense que ce projet, c'est un projet qui va vraiment moderniser notre administration, qui va moderniser la gestion des ressources humaines, qui va permettre une transparence dans la gestion des ressources humaines. Il convient de noter un aspect. Ce projet constitue l'expression de la souveraineté du Mali. À travers quoi? À travers d'abord son financement, qui est entièrement financé par le budget national et pas de financement extérieur. Le deuxième aspect, la mise en son exécution. Il n'y aura pas de président de la transition Mali, on ne va pas faire appel à l'expertise extérieure. Donc ça va être exécuté par les compétences des ressources humaines de l'administration publique. Ça, c'est un autre aspect. Et il y a un autre aspect qui concerne la sécurisation et la protection des données, qui seront assurées au Mali. Donc ces données ne vont pas être sécurisées en dehors du pays. Donc c'est pourquoi je dis que c'est un projet qui est l'incarnation de la souveraineté du Mali et qui rentre dans le cadre du Mali Croix. D'accord. Un grand espoir donc pour le Mali Croix, M. Konta, à votre avis? Un grand espoir est né avec la mise en œuvre de ce projet qui vient révolutionner carrément le domaine de la gestion des ressources humaines avec des outils et des moyens qui permettront effectivement d'avoir une situation réelle du personnel à tous les niveaux et surtout un contrôle régulier au niveau des structures en charge effectivement de cette question qui fera en sorte que en tout cas il y aura plus de fiabilité dans les données parce que il faut reconnaître que chaque fois qu'on parle d'effectifs à n'importe quel niveau de la hiérarchie administrative, vraiment ça devient problématique. Donc je pense que ça peut servir et on l'a dit, lorsqu'on aura réussi effectivement ce challenge, on aura en main un véritable outil d'aide à la décision parce que sans les effectifs, rien de concret ne peut être planifié en matière effectivement de développement. Donc, cet outil, nous pensons réellement, viendra effectivement désormais corriger effectivement ce problème qu'on a toujours connu dans l'administration malienne.
Merci à vous pour tous ces éclairages. Voilà, c'est ce qu'on pouvait dire sur le système intégré de gestion des agents des fonctions publiques de l'État et des collectivités, un système pour lequel le Mali a opté pour lutter efficacement contre la corruption et faire respirer les caisses de l'État au grand bonheur des citoyens. Nos invités étaient M. Ahmed Mohamed Yeya, commissaire au développement institutionnel. Il est également secrétaire permanent du comité technique exécutif du système. Et Mamadou Konta, directeur des ressources humaines du secteur de l'éducation. Il est coordinateur de la sous-commission gestion des ressources humaines et porte-parole du comité technique exécutif. Ce débat a été réalisé par Jakari Jakone Jaki. Aridou Matina m'a aidé à la coordination. Nous espérons que vous avez eu un intérêt à nous suivre. Merci de votre attention. Passez d'excellents moments de télévision à notre compagnie. Bonsoir.